Bien, nous voilà dans la séquence 2 de ce chapitre où on va apprendre à définir les contraintes principales et les directions principales. Après avoir rappelé dans la séquence 1 la position d'un problème, une plaque sollicitée dans son plan, et puis rappeler des définitions sur les contraintes, en particulier la matrice associée au tenseur des contraintes et le vecteur contrainte que l'on définit à l'aide de la relation de Cauchy. Donc nous voilà dans le cœur du chapitre, contraintes et direction principale, et dans un premier temps, on va avoir une approche complètement intuitive. Alors, on a vu à la fin de la séquence 1 que l'on pouvait dessiner, suite à un calcul, le vecteur contrainte sur une face de normale portée par les axes du repère géométrique. On a fait la face n égale x et la face n égale y. Et maintenant, on va se dire, qu'est-ce qui se passe sur une face de normale quelconque? Et donc, cette normale va faire, ou cette direction, va faire un angle θ par rapport à l'axe horizontal. Donc, petit n est égal à cosinus θ ex plus sinus θ ey, et petit t, qui est directement orthogonal à n, a pour coordonnées dans le repère xy, moins sinus θ ex plus cosinus θ ey. Alors, on va appliquer la relation de Cauchy. La relation de Cauchy nous dit que si l'on veut connaître l'expression du vecteur contrainte sur une phase de normale n, unitaire, cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1, eh bien il suffit de faire le produit de sigma par n. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc, le vecteur contrainte va avoir deux composante, la composante sigma x cosinus θ plus tau xy sinus θ, portée par l'axe horizontal, et la deuxième composante. Et donc la question maintenant, c'est faisons tourner la facette, donc faisons varier l'angle θ, pour essayer de voir ce qui se passe quand l'angle θ va changer. Alors on l'a vu dans deux cas particuliers dans la séquence précédente, θ égale 0 et θ égale pi sur 2, mais là on va faire varier l'angle θ aussi finement que de besoin. Eh bien on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des composantes du vecteur contrainte et donc du vecteur contrainte. Les composantes du vecteur contrainte, il y en a deux, la composante normale. Comment obtient-on la composante normale? On fait le produit scalaire du vecteur contrainte par n, donc sans problème, on fait sigma x cosinus carré θ plus 2 fois tau xy sinus θ cosinus θ plus sigma y sinus carré θ. Et puis, on va dessiner l'évolution de sigma n en fonction de θ, en faisant un tour complet autour du point M, c'est-à-dire en faisant varier θ de 0 à 360 degrés. On peut faire exactement la même chose pour l'autre composante du vecteur contrainte. Pour avoir l'autre composante du vecteur contrainte, on fait le produit scalaire de Cmn avec t. T, c'est moins sinus θ cosinus θ. On obtient une expression fonction de θ. On va faire varier θ, degré par degré, et on va regarder de façon complètement intuitive ce qui se passe. Alors, pour se faciliter les calculs, et je vous invite absolument à refaire ce genre de feuille de calcul pour mieux comprendre les exercices qui vous sont proposés, on va utiliser un tableur, par exemple Excel, mais ça n'a aucune obligation. On va créer dans une première colonne les angles qui varient de 0 à 360 degrés avec un pas de 1 degré. C'est largement suffisant pour découvrir ce que l'on veut découvrir. Et on va calculer les valeurs de cosinus θ et sinus θ en faisant attention que dans Excel, eh bien, les fonctions cos et sin nécessitent de transformer l'angle en radian. Pour ça, vous avez une fonction qui s'appelle égale radian qui va transformer la valeur en degrés directement en radian. J'ai écrit une matrice carrée, c'est ce que vous voyez plutôt en haut à droite de l'écran, le tenseur des contraintes, et ensuite, bien, avec les formules de calcul du transparent précédent, j'ai créé une colonne où j'ai calculé la valeur de sigma n en fonction de l'angle θ et la valeur de tau en fonction de l'angle θ. Naturellement, ce sont les premières lignes du fichier, nous allons aller jusqu'à 360 degrés. Alors ceci étant fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire deux représentations graphiques. Une première représentation graphique où sur l'axe horizontal, θ varie de 0 à 360 degrés, et sur l'axe vertical, nous
représentons la variation de la composante normale du vecteur contrainte. La formule analytique est représentée sur le transparent au-dessus de la zone de graphique. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe, et on s'y attendait un peu, une fonction sinusoïdale qui présente régulièrement des valeurs maximales et régulièrement des valeurs minimales. C'est ce que vous voyez à l'écran, donc il y a un phénomène périodique. On remarque aussi que lorsqu'on tourne de 90 degrés, pi sur 2, eh bien on passe de la valeur minimale à la valeur maximale de la composante normale du vecteur contrainte. Voilà. Donc vous avez un angle de 90 degrés dans l'espace géométrique qui va séparer les directions pour lesquelles on voit le maximum de la composante normale et le minimum de la composante normale. On va faire la même chose avec la fonction taux. Taux, c'est la composante tangentielle du vecteur contrainte. On a rappelé son expression au-dessus de la zone de traçage. Les axes de la figure sont les mêmes que ceux de la figure précédente. Et là aussi, on ne s'étonnera pas de trouver une représentation sinusoïdale avec quelque part un phénomène périodique. Cette fonction fait apparaître là aussi des valeurs maximales et des valeurs minimales, mais avec une remarque supplémentaire, eh bien c'est qu'en valeur absolue, ces extrémas sont égaux. Vous voyez que taux maxi est égal à taux mini au signe près. Et puis régulièrement, puisque on a des valeurs opposées pour le maximum et le minimum, eh bien on va passer par 0. Vous allez voir que les valeurs 0 de la composante tangentielle vont donner lieu à une interprétation. Et là encore, on retrouve quelque part un phénomène avec pi sur 2 comme sur le transparent précédent. Alors on peut rapprocher dans la même zone de traçage les deux fonctions, la fonction rouge qui représente la variation de la composante normale du vecteur contrainte et la fonction bleue qui représente la variation de la composante tangentielle. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, lorsque la valeur de la composante tangentielle en bleu est nulle, on observe soit un minimum, soit un maximum pour la valeur de la composante normale. C'est ce qui est représenté par les traits mixtes fins verticaux dans le plan de la figure. Eh bien, ces valeurs-là vont correspondre à ce qu'on appelle des directions principales, qui vont s'appeler directions principales majeures lorsqu'on est dans le cas de la composante normale maximale, et direction principale mineure lorsqu'on est en situation de composante normale minimale. Alors ce sont des directions de l'espace géométrique, on peut connaître les angles, un petit peu au-delà de 60 degrés, un petit peu au-delà de 150 degrés, un petit peu au-delà de 240 degrés et un petit peu au-delà de 330 degrés. C'est une approche intuitive, naturellement on va quantifier cette observation. Alors, nous avons déjà prononcé le terme de composante principale et de direction principale. Alors, qu'appelle-t-on une direction principale? Une direction principale, c'est une direction de l'espace géométrique. L'espace géométrique, il est porté par les axes où on a EX et EY. Mais c'est une direction de l'espace géométrique dans laquelle le vecteur contrainte n'a pas de composante tangentielle. Ça veut dire que le vecteur contrainte, Cmn, est collinéaire à n, puisqu'il va s'écrire dans ce cas-là sigma n plus 0t. Voilà. Et sigma n, lorsqu'on a 0 pour la composante tangentielle, eh bien, soit il a sa valeur maximale, soit il a sa valeur minimale. Et ces valeurs maximales ou minimales, on les appelle les contraintes principales. Les contraintes principales, ce sont les valeurs maximales et minimale de la composante normale du vecteur contrainte dans les directions principales. La valeur maximale, on va l'appeler la contrainte principale majeure, et la valeur minimale, on va l'appeler la contrainte principale mineure. Si nous étions dans un système à 3 dimensions, ici on s'est placé dans un cas plan, donc l'étude se résume avec une matrice 2,2. On aurait très bien pu être obligé d'envisager une 3e dimension, auquel cas on aurait eu 3 directions principales.
Et donc les contraintes principales, si elles sont distinctes, auraient été appelées contrainte principale majeure pour la plus grande, contrainte principale mineure pour la plus petite, et naturellement contrainte principale intermédiaire pour la contrainte qui se situe entre les deux. Voilà. Alors, un petit quiz pour capitaliser de l'information. Pourquoi doit-on s'intéresser aux caractéristiques du vecteur contrainte dans une direction quelconque? Deuxièmement, établir la relation entre l'expression de la composante normale du vecteur contrainte et l'angle caractérisant la normale à la facette considérée. On va faire la même chose avec la composante tangentielle du vecteur contrainte et l'angle θ. Enfin, qu'appelle-t-on une contrainte principale, majeure, intermédiaire ou mineure? Et puis, dernière partie des définitions, à savoir, qu'est-ce qu'une direction principale, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'on appelle une direction principale. Voilà pour la fin de la séquence 2, en attendant eh bien, des approches plus formelles que cette approche intuitive, mais qui est nécessaire pour bien comprendre les choses. Voilà.